bien, bonsoir, chers internautes de Gérard Info et Planète 360. Une émission qui devait débuter à 18h30, qui a eu un peu de retard. J'ai vu d'ailleurs passer un certain nombre de messages euh, signalant qu'ils espéraient que l'on soit à l'heure, mais nous avons eu des petits problèmes techniques. Et là, Voilà. un nouveau problème technique qui est apparu au moment même où nous entrions en direct. C'est pas d'une grande fluidité actuellement, mais on va s'améliorer, vous inquiétez pas. Je vois d'ailleurs, je pense être assez flou maintenant en termes d'image. Alors on les cumule, mais c'est pas grave. On va rompre le mauvais sort. Nous étions déjà, c'est la troisième émission de la journée de Gérard Info. Il y a eu une première émission de Mike. Nous avons fait avec Pierre Barnérias une émission tout à l'heure sur la consécration de la Russie au cœur immaculé de la Vierge. D'ailleurs, vous pourrez le réécouter en replay tout à l'heure. La messe de consécration a lieu actuellement à Saint-Pierre de Rome et à Fatima et dans un grand nombre d'évêchés du monde. Mais ce n'est pas du tout le sujet, le thème du soir. J'essaierai de régler l'image tout à l'heure lorsque le général pourra s'exprimer. Nous avons ce soir donc le général André Coustou qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir déjà, mon général. Bonsoir, Nicolas. Mon général, vous êtes donc un général de seconde section, ce qui veut dire que vous n'êtes pas retraité, mais vous n'êtes plus non plus en activité. Ce qui fait que les gouvernements considèrent que vous avez un devoir de discrétion, même si ce n'est pas celui d'un général de première section, d'un officier général de première section. Vous ne pensez pas du tout cela, vous considérez que vous avez une liberté d'expression comme tous les citoyens et surtout un devoir d'expression plus qu'un droit d'expression, un devoir d'expression en tant que lanceur d'alerte. Donc ça va être, je dirais, je vais vous présenter quand même rapidement, vous avez été le soutien d'un certain nombre de généraux lors de ces deux dernières élections présidentielles. Le soutien il y a 5 ans du général Didier Tauzin et aujourd'hui le soutien de la candidature du général Antoine Martinez. Donc vous êtes coutumier de la liberté d'expression. On va le voir avec Place d'Armes, avec cette fameuse tribune des généraux du mois d'avril 2021. Vous en êtes un des co-signataires. On va en reparler dans un instant. Et on va parler aussi de la manifestation qui aura lieu demain, chers internautes. Vous pouvez déjà noter à 14h, place d'Italie, avec un cortège. Il y aura des généraux d'ailleurs, il y aura des officiers et de simples citoyens qui se dirigeront pour à peu près 15h30, 16h, place d'Enfer Rochereau, où un certain nombre de discours, avec 7 ou 8 orateurs, seront bien servis aux manifestants, et ce jusqu'à, donc demain, samedi, jusqu'à 18h, samedi 26 mars. Voilà. Donc, mon général, vous trouvez-vous tout à fait naturel le fait qu'en tant qu'ancien responsable militaire, vous puissiez librement vous exprimer publiquement. Pour vous, ça ne vous pose pas de problème? La liaison est mauvaise. Ouais. Ça n'a pas changé. Désolé, Nicolas, je ne comprends pas. La liaison est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, je vous Vous entends. m'entendez? Oui. Mais moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous, est-ce Désolé, que vous, il y a pas... Pardon? est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Alors, J'ai du mal à donc vous comprendre. ma première, nous, on vous entend très bien. Donc, ma première Non, question, vous n'arrivez pas à m'entendre. Donc, la première question sur votre liberté d'expression, mon général. Nous vous écoutons. Oui, bien, je suis un citoyen comme les autres. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas m'exprimer comme tout le monde, dans la mesure où je ne dévoile pas de secret d'État ou de secret dû aux fonctions que j'ai occupées précédemment. Ça fait quand même 21 ans que je suis plus en activité, donc je ne suis pas très dangereux de ce côté-là. Mais de toute façon, je m'exprime comme un citoyen de base. Très bien.
Est-ce que vous pouvez, mon général, nous parler de cette initiative d'avril 2021 de tribune, de ce qu'on a appelé la tribune des généraux? Bon, déjà, c'est une très mauvaise appellation puisque Oui, je la sais. lettre ouverte, pardon, vous m'entendez? Oui, La lettre ouverte au gouvernant a été écrite par un homme, un ancien capitaine de gendarmerie, Jean-Pierre Bernadac, qui, après avoir commandé plusieurs compagnies de gendarmerie, a écrit un livre, Les damnés de la France. C'est-à-dire que c'est un témoignage direct de ce qui se passe sur le terrain. Et il a voulu appeler l'attention des autorités sur ce qu'on a appelé ensuite le délitement de la France. D'où cette lettre dont on va commémorer le premier anniversaire le mois prochain. Voilà, donc ce n'est pas une tribune de généraux. En fait, 27 000 militaires à la retraite ont signé cette lettre, dont 61 généraux. Et comme certains se sont exprimés en parlant d'un carteron, en faisant allusion au coup de 61, au motif qu'elle avait été médiatisée par Valeurs Actuelles le 21 avril, dans les médias, on s'est emparé de l'expression, mais les généraux ne sont que des signataires parmi les autres. Cette lettre s'adressait d'abord au président, au gouvernement, mais aussi à tous les élus du Parlement français, c'est-à-dire toute sensibilité politique confondue. Dans une première partie, elle posait un constat qui a été largement approuvé par la population et même, permettez-moi de le souligner, par le porte-parole du gouvernement, qui a dit, je cite de mémoire, le sentiment du délitement de la société est largement partagé en France. Dans un deuxième temps, cette lettre avait pour but de demander aux autorités, c'est-à-dire à nos gouvernants, de faire leur travail, c'est-à-dire de gouverner, de ne pas laisser la France s'enfoncer inexorablement. C'est tout. Donc, un constat, un appel au secours. Je peux entrer plus dans le détail si vous le souhaitez, mais je crois que c'est là l'essentiel. Donc, il n'y avait aucun procès d'intention à nous faire. Et les réactions qui ont suivi cette lettre sont souvent soit sans objet, soit excessives, soit diffamatoires. Je peux en dire un petit mot si vous le souhaitez. alors oui, à la fois sur les réactions, donc à cette prétendue tribune, à cette lettre donc et à ses signataires, et puis savoir aussi savoir où nous en sommes et est-ce que la procédure disciplinaire à l'encontre d'un certain nombre de généraux est-elle aujourd'hui achevée et quel est le résultat? Alors, pour ce qui est de la procédure disciplinaire, dans un premier temps, les réactions ont été d'un certain nombre de personnalités politiques qui, au nom du droit de parole dont elles jouissent, ont dit ce qu'elles avaient à dire. Il y en a deux qui ont défrayé la chronique. Madame Marine Le Pen, parce qu'elle nous a demandé, on nous a appelé à la rejoindre pour suivre le combat avec elle. Et puis M. Mélenchon, qui lui, voyant dans le 21 avril l'anniversaire du putsch 61, nous a accusés de putschistes, de félons, de traite, etc. Bon. Alors, pendant quelques jours, il a eu un blanc, et puis le gouvernement s'est décidé à se prononcer. Une demi-douzaine de ministres, au moins, se sont prononcés. Je dis bien tous, ont au minimum tenté de nous ridiculiser. Alors, en effet, il y a des problèmes de connexion depuis le début. J'ai l'impression que la connexion du général n'est pas excellente, mais étrangement la mienne non plus. Nous sommes désolés de ce désagrément. Hop, c'est reparti. Vous pouvez reprendre, Allô? mon général. Il y a un problème de connexion. Alors, je reprends à partir de. Après ces personnalités politiques,
le gouvernement, après quelques jours, s'est exprimé. Au minimum, parmi les 6 ministres que j'ai entendus, ils ont tenté de nous ridiculiser, voire de minimiser la portée de notre lettre, qui était un message. Ils se sont attaqués aux personnes et n'ont pas entendu le message. Certains nous ont même diffamés. Mais pire, le chef des armées, qui est le président de la République, ne s'est jamais prononcé ni sur la lettre, ni sur les sanctions, parce que la ministre des Armées a appelé de ses voeux des sanctions à notre encontre. Pourquoi? Parce que s'est exprimé dans les médias. Et pourquoi nous étions exprimés dans les médias? Parce que nous avions été invités à le faire et nous l'avons fait pour nous défendre. Car devant tant d'inacceptabilité de la part du gouvernement, nous ne pouvions pas rester sans rien dire. Alors, la procédure a duré quelques mois. Nous avons été convoqués devant un conseil supérieur. Écoutez, j'espère, chers internautes, que la connexion va s'améliorer, sinon on ne va pas pouvoir continuer longtemps ce live et nous en sommes bien désolés. Mais il y a quand même un gros problème. Ah, je le vois réapparaître. Vous pouvez continuer. Le 19 juillet dernier, le général Burkhardt présidait un conseil supérieur d'armée réuni à titre disciplinaire pour entendre les 6 généraux qui s'étaient exprimés dans les médias parce que nous y avions été invités et nous avons accepté pour nous défendre, puisque tout l'exécutif n'a eu que des accusations à charge. Alors, contrairement à ce qui se passe d'habitude, la sanction n'a pas été connue tout de suite. Il faut quand même savoir que le Conseil supérieur d'armée est composé d'une douzaine de généraux qui sont les subordonnés et désignés par le chef des armées qui est M. Macron. Et ce conseil donne un avis sur non pas la pertinence de nous sanctionner, mais la pertinence, non pas sur le fait que nous soyons coupables, mais sur la pertinence du sanctionner. C'est-à-dire que dès lors que Mme Parly avait appelé à ce que nous soyons traduits devant un conseil supérieur d'armée, nous étions présumés coupables. Le président de la République ne s'est jamais prononcé. Alors, l'épilogue, je vous le donne. Il y a quelques mois, nous avons reçu chacun une lettre, non pas signée par le chef des armées, mais par quelqu'un d'autre, nous rappelant les faits qui avaient été relatés, plaidés, entendus, et sans qu'il n'y ait rien de nouveau, on nous proposait à nous 6 de demander à être mis en position de retraite, c'est-à-dire on nous proposait de nous infliger nous-mêmes les sanctions que le chef des armées n'avait pas voulu nous infliger. Alors on a bien compris que le signataire de cette lettre n'est pas idiot et que cette affaire gêne beaucoup le pouvoir. C'est une façon d'enterrer le problème. Voilà où nous en sommes. Donc nous n'avons pas été sanctionnés, et même par nous-mêmes, puisqu'ils n'ont pas accepté de demander à l'être. Voilà, en gros, c'est une pantalonnade, mais c'est à la hauteur des gens qui nous gouvernent. Je suis désolé. Vous parlez de 6 généraux. Alors, vous avez 61 généraux, vous dites, moi j'en avais 63, enfin en tout cas, si c'est 61, c'est 61. Pourquoi, oui. Pourquoi 6 généraux en particulier? Pourquoi pas l'ensemble des généraux? Et je dirais, pourquoi pas l'ensemble des militaires dans ce cas-là? Alors, 61 généraux, je veux dire, il faut environ une douzaine de généraux lorsque un comparant se trouve devant le Conseil supérieur d'armée. Alors, faites un calcul rapide, 61 multiplié par 12, vous voyez ce que ça donne. Peut-être qu'il fallut promouvoir des colonels ou rappeler des généraux de deuxième section pour nous entendre. C'était une véritable usine à gaz. C'est pour ça que Mme Parly a sélectionné les 6 qui s'étaient exprimés dans les médias. Voilà, 6, c'était quand même plus jouable. Alors, pour ce qui est des autres militaires, il y en avait plus de 27 000.
après tout, ils ont le droit de s'exprimer. Pour eux, on n'invoque pas le devoir de réserve, même si dans l'absolu, on pourrait le faire au même titre que pour les généraux. Voilà, donc 6 qui s'étaient exprimés dans les médias. Alors, mon général, en effet, cette lettre, rebaptisée à tort Tribune, a fait énormément de bruit lorsqu'elle est sortie. On en a parlé énormément, entre autres, sur les chaînes d'infos en continu. Et puis finalement, les choses se sont, en tout cas sur le plan public, apaisées. On a arrêté du jour au lendemain pratiquement d'en parler. Et ce fut le silence radio. Vous dites que c'est quelque chose qui gêne en effet le pouvoir. Mais vous considérez donc, alors que va être fêté le premier anniversaire de cet appel, que finalement vous n'avez été absolument pas entendu aujourd'hui par les pouvoirs publics. C'est le cas. Alors, pendant 2 mois environ, une plateforme dont le nom est Place d'Armes a comptabilisé les signataires et puis on a arrêté le compteur environ un peu plus de 27 000. À partir de là, une association s'est constituée sous la même appellation, mais avec une raison sociale différente. C'est l'association Place d'Armes, dont le but est d'entretenir le lien Armée-Nation. Car la France continue de se déliter et elle ne peut pas accepter, lorsqu'on a consacré sa vie On espère retrouver très rapidement le général André Coustou, général de seconde section, général d'infanterie. Oui, mon général, vous pouvez reprendre. Voilà. Il y a une coupure là. Oui. Elle ne vous a pas échappé. Voilà. Donc, l'association Place d'Armes a pour but d'entretenir le lien Armée-Nation. Depuis cet épisode, un certain nombre d'actions ont eu lieu qui sont passées quasiment inaperçues pour une raison bien simple. Et la même qui fait que demain, à Paris, les médias ne se déplaceront pas. Pourquoi? Parce que ça gêne. Ça gêne beaucoup, comme chaque fois qu'on dit la vérité. Et sans doute que nos gouvernants se sentent co-responsables de la situation de la France aujourd'hui. Ce délitement n'a pas commencé avec ce quinquennat, mais c'est dangereusement aggravé. Voilà. Donc, demain, le but sera de nous rappeler à nos gouvernants, car depuis un an, non seulement la situation n'a pas changé, mais elle s'est aggravée. On n'a pas voulu entendre notre message. Il est vrai que les militaires s'exprimant, ça n'est pas très bien vu en général par le pouvoir public. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Parce que, au regard de la défense de la France, nous ne sommes pas moins compétents à nous exprimer que les citoyens ordinaires. Voilà. Donc demain, nous marcherons en mémoire de ce message qui n'a pas été entendu. Mon général, est-ce que vous pourriez, j'aimerais savoir pour un général, qu'est-ce que revêt, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot délitement de la nation? Est-ce que vous pouvez être plus précis et nous faire un descriptif de ce que vous considérez être, dans différents domaines, je suppose, ce délitement de la nation selon vous? Alors, si on reprend la lettre littéralement, elle précise ce délitement. Hein, il y a 3 paragraphes. Délitement à travers un certain antiracisme, délitement avec l'islamisme et délitement avec toute la question de la haine qui, bien qu'on prétende la combattre, est en fait instrumentalisée. Maintenant, je vais m'adresser à titre personnel, hein, parce que je n'ai pas envie de tourner autour du pot. Je ne m'adresse pas en tant que représentant de Place d'Armes, mais à titre personnel. Ce délitement de la France, il est très grave, parce que c'est la survie même de la France qui est en jeu. Je m'explique.
je vois trois dangers majeurs, au-delà des problèmes d'insécurité que l'on connaît bien, hein, et qui sont dénoncés dans cette lettre. Je vois trois dangers majeurs. Un, cette immigration incontrôlée qui fait que la France risque de perdre sa francité, auquel cas tout le monde serait perdant. Nous, Français, ceux qui viennent chez nous et ceux qui nous regardent de l'extérieur. La France ne doit pas revenir à un territoire anonyme. Deuxièmement, la question de l'islamisation, car qu'on le veuille ou non, ce système politico-juridico-religieux n'est pas compatible avec nos lois, sauf à ce qu'il se réforme, mais je ne vois pas comment. Et troisièmement, et pour moi c'est le danger le plus grave aujourd'hui, car c'est le plus visible et le plus en marche, si je puis dire, c'est la marche forcée vers le nouvel ordre mondial qui s'incarne par toutes ces mesures liberticides. En effet, j'espère que nous allons retrouver très vite la connexion avec le général. Ah, bon. En effet, on veut faire de nous des robots, des consommateurs, avec en plus un droit de vote qui nous permettrait d'avoir l'impression de participer à les décisions. On se moque de nous, on veut nous pucer, et on voit très bien que cette crise dite sanitaire, qui est d'abord une crise politique, n'a d'autre but que nous rendre esclaves un peu plus de ces géants qui ont des moyens financiers supérieurs à ceux des États et qui sont, et ce sont eux qui dominent le monde, hein. Eux qui fournissent, eux qui veulent nous vacciner est un terme que je n'accepte pas, car j'ai refusé de me faire injecter un produit dont on connaît mal le contenu, on connaît mal l'efficacité, et donc on pourra mal cacher plus longtemps les effets délétères. Voilà, donc cette marche forcée vers le nouvel ordre mondial qui ferait de la France un territoire parmi les 200 sur la surface de la planète est pour moi le plus grand danger. C'est un enjeu civilisationnel. La France a encore beaucoup à apporter, non seulement à nous Français, mais à la planète. Voilà, donc le délitement, en fait, qui souvent se traduit par de l'enfumage, a pour objet la survie de la France. Voilà qui est clair. On va revenir à la situation française, mais puisque vous parlez de nouvel ordre mondial, j'aimerais avoir évidemment, toujours en votre nom propre, votre réaction par rapport à la guerre actuelle en Ukraine et à ces propos du président des États-Unis d'Amérique, président Biden, parler justement d'un nouvel ordre mondial, de la nécessité de prendre la direction de ce nouvel ordre mondial et de désigner la Russie comme l'ennemi public numéro un, semble-t-il, de ce nouvel ordre mondial. Est-ce que, pour vous, en tout cas en tant que général français, vous considérez qu'il y a aussi un délitement de la diplomatie française et de la politique étrangère française aujourd'hui? Je ne comprends pas bien votre question, mais si c'est le poids de la diplomatie française sur la scène internationale, est-ce que c'est ça votre question? Oui, par rapport aux exigences américaines de nouvel ordre mondial dont vous venez de parler. Bon, moi, je ne suis pas un stratège. J'essaie de comprendre ce qui se passe et j'observe. Quand je vois que les Américains, actuellement, par exemple, au regard de l'actualité, poussent leur feu et nous interdisent quasiment de nous approvisionner auprès de la Russie, tout en proposant leur propre pétrole, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre ce qui se passe. Quand je vois, je suis désolé, quand je vois ce genre de photos, hein, qui représente notre président de la République,
comment voulez-vous que j'ai encore confiance dans notre pouvoir à l'échelon international? C'est tout simplement scandaleux. Donc, sur le plan mondial, on le voit, ces conseillers qui gravitent autour de Davos et autour de l'oligarchie financière internationale, car ce sont eux qui ont le pouvoir et ce sont eux qui donnent des ordres. Et c'est la raison pour laquelle je me bats contre ce délitement de la France et je souhaite vraiment que la France retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire que nous décidions nous-mêmes, Français, du destin que nous voulons pour nous et pour nos enfants en particulier. Alors, on va revenir un petit peu à la situation sécuritaire française. Je vais me faire l'avocat du diable par rapport aux attentats terroristes, par exemple. On peut dire, ne peut-on pas dire aujourd'hui que durant le quinquennat Macron, la menace terroriste a pu baisser par rapport à ce qui s'était passé dans le quinquennat précédent? Est-ce le fait seulement du hasard? Est-ce que les politiques sécuritaires sur le plan de l'antiterrorisme se sont améliorées? On a l'impression, même s'il y a eu quelques faits terroristes très marquants sur le plan symbolique, que néanmoins la menace djihadiste a été limitée ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne comprends pas. La liaison est mauvaise, je ne comprends pas. La question est de savoir si vous êtes dans votre tribune, dans cette tribune, il est beaucoup fait, il est mis l'accent sur les questions sécuritaires. Je voulais savoir quelle était votre position, votre point de vue sur la situation sécuritaire de la France en matière de terrorisme ces dernières années. Je n'ai pas compris la dernière phrase. Sur le terrorisme, quelle est la situation sécuritaire sur le terrorisme de la France aujourd'hui selon vous? Est-ce qu'elle n'est pas meilleure qu'avant? Une question sur le terrorisme? Oui, oui. Bon, moi, je ne comprends pas bien le sens de votre question, mais le terrorisme en France aujourd'hui, je m'aperçois que les actes sont proférés toujours au nom du même slogan et que on ne veut pas l'entendre. Hein, bon, alors évidemment, quand il y a des victimes, alors on entend de beaux discours, des placements de ministres, des roses blanches, malheureusement, pas beaucoup d'actions. Or, on est obligé de reconnaître que tous les actes terroristes depuis de nombreuses années en France sont commis au nom de Allahu Akbar. Voilà. Alors, je ne dis pas que tous les musulmans sont des terroristes, évidemment, mais je pense que tous les terroristes sont rendus fous pour des raisons qu'on peut trouver dans la lecture du Coran. Il faut dire les choses clairement. Alors, tant que les musulmans ne réformeront pas leur système politico-judiciaire et religieux, je ne vois pas pourquoi les choses changeraient. Voilà, donc le terrorisme, on peut l'éradiquer si on le veut. D'abord, faisons respecter nos lois et ensuite, modifions-les si on n'a pas les moyens de régler le problème de façon juridique. Or, que fait-on? On ne veut pas s'engager, toujours pour des petites raisons, des raisons électoralistes. Donc, moi, je ne crois pas qu'en l'état actuel des choses, on pourra éradiquer le terrorisme avec les moyens que nous connaissons. Tant que nos politiques seront là pour se servir et non pas pour servir le pays, en prenant des risques pour eux-mêmes, eh bien, je pense que la situation ne changera pas. Dans la lettre du 14 avril 2021, il est aussi question du problème migratoire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, c'est déjà trop tard sur le plan migratoire? Je ne comprends pas. La question sur les questions migratoires, vous entendez ce que je vous dis? Sur la politique migratoire de la France. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Ah,
mais ce sont les mathématiques qui parlent. Même si la France accueillait demain 30 millions d'immigrés africains, des confessions musulmanes, ça ne changerait rien pour l'Afrique et ça ferait disparaître la France. Donc la seule solution, de mon point de vue, c'est de tout arrêter, le temps de digérer tous les problèmes que nous avons dans nos banlieues. Il y a des possibilités, encore faut-il le vouloir. Ce n'est pas en injectant des milliards pour la politique de la ville, comme on le fait depuis des dizaines d'années, qu'on règle le problème. La preuve en est là d'ailleurs. Bon, donc le contrôle des frontières s'impose impérativement et ensuite faire appliquer les lois. Pour les récalcitrants, appliquer les lois. Voilà, donc je pense que c'est faisable, mais il faut une volonté politique et du courage que je ne vois pas pour l'instant. Peut-être qu'on trouvera le candidat qui va se lancer dans cette opération. Moi, je ne crois pas que ce soit désespéré, parce que si je pensais que c'était désespéré, je ne me battrais pas. Or, il y a toujours une solution, mais il faut s'engager, il faut du courage, il faut y croire. Voilà. Alors, demain se développera 10 points, des éléments finalement Ah oui. Que Place d'Armes souhaite mettre en avant durant cette campagne présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous Oui. parler de ces 10 points? Non, je ne vais pas vous parler des 10 points, ils seront révélés demain. En revanche, je peux vous parler d'un point qui a été révélé par Jean-Pierre Faber-Nadac hier soir. Il y en a un qui va peut-être vous amuser. On propose que le président de la République ou certaines hautes personnalités, Premier ministre ou ministre de la Défense ou d'autres peut-être, ou des armées, suivent un stage de formation pour apprendre à connaître ce que c'est que l'armée. Alors, ce sera d'ailleurs l'objet de mon intervention demain, de parler du lien entre le chef des armées et l'armée. Car on se rend compte que ces personnages qui ont un pouvoir vraiment très important, le chef des armées a quand même la décision de déclencher le feu nucléaire. Alors on s'aperçoit que beaucoup de nos gouvernants ne savent pas ce que c'est que l'armée. La ministre des Armées Connexion va revenir. Il suffit de parler de Florence Parly pour que ça coupe. Ah, eh ben non. Ah, voilà. On va retrouver le général André. RATP. Vous m'entendez? Oui, oui, voilà, on a arrêté de vous entendre lorsque vous avez commencé à parler de Florence Parly. Voilà. Alors, de la RATP, finalement, elle arrive comme ministre des Armées. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'on considère les armées comme une entreprise. Eh bien non, l'armée, ce n'est pas une entreprise au mode de manager. L'armée, c'est quelque chose de spécifique dont je parlerai demain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé qu'un certain nombre de ces personnes en charge de postes de haute responsabilité en matière de défense suivent par exemple une formation ou une information style IHEDN, pourquoi pas. Et puis on trouve normal qu'un médecin soit ministre de la Santé, qu'un enseignant ou un inspecteur d'éducation nationale soit ministre de l'Éducation nationale, et je ne vois pas pourquoi un général, beaucoup plus étoilé que moi, bien entendu, soit ministre de la Défense ou des Armées. Voilà. Donc, une des propositions. Nous demandons au futur chef des armées qui sera parmi ces 12 candidats de se prononcer clairement au regard de l'armée française. Parce que ce que nous avons subi il y a un an bientôt, après la lettre ouverte à nos gouvernants, est absolument inacceptable et insupportable. Alors,
bien sûr, vous allez pas me répondre de façon claire, mais est-ce que vous considérez que les candidats, en tout cas ceux qui ont obtenu les 500 signatures qui leur permettent de se présenter à l'élection présidentielle, considérez-vous que certains de ces candidats, ou espérez-vous que certains de ces candidats puissent porter le message de Place d'Armes? Il ne m'appartient pas de prendre parti pour un candidat. Je m'en doute. La question des 500 parrainages est grotesque. Permettez-moi de rappeler qu'il y a quelques semaines, le Premier ministre s'est ému que certains candidats risquent de ne pas obtenir les 500 parrainages, alors que ces gens-là représentaient un nombre de concitoyens assez important. À ce titre, il a invité des présidents d'associations de communes pour essayer de parler des problèmes. Ces personnalités invitées ont décliné. Mais de qui se moque-t-on? Le système a été mis en place exprès sous le quinquennat précédent, justement pour bloquer le système. Hein. C'est-à-dire que cette fameuse alternance entre gauche et droite n'est qu'une partage du pouvoir, chacun. Donc le fait que les maires parrainent et que le parrainage soit rendu public les neutralise complètement. Moi-même, je me suis battu contre mon candidat, qui était le Gérald Martinez, vous le savez, hein, à qui, soit dit en passant, qu'on n'a pas beaucoup aidé, et à qui, au contraire, on a mis un certain nombre de bâtons dans les roues, mais j'en dirai pas plus. Bon, les maires sont complètement neutralisés, ils ont la pression de la préfecture, du parti, du conseil de communauté de communes, du conseil municipal. Comment voulez-vous que les maires puissent sereinement accorder leur parrainage publiquement, hein? Et quand ils voudront demander une subvention, eh bien, leur demande passera sous le bas de la pile. Moi, je le sais parce que à la précédente élection présidentielle, j'ai démarché presque une centaine de mairies. Hein. Bon, les maires les mieux intentionnés avaient trop de pression. Alors cette année, j'ai moi-même lancé un appel parce que je considère qu'au regard de l'état de la France, les maires auraient dû, pour une fois, faire passer l'intérêt supérieur du pays avant l'intérêt particulier de leur commune. Ah, c'est dur. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que, à continuer selon les errements antérieurs, il y en a beaucoup parmi eux qui vont disparaître. Alors, pour conserver leur situation, je dirais pas confortable, mais leurs prérogatives, ils vont quasiment disparaître. Donc, cette affaire des 500 parrainages est une arnaque qui a été voulue par le pouvoir. Alors maintenant, parmi ceux qui ont eu leurs 500 parrainages, là encore, permettez-moi d'avoir un doute sur la loyauté de certains qui ont joué les généreux et les démocrates. Hein. Parce que si c'est pour, dans les coulisses du pouvoir, favoriser tel ou tel, on a compris où ça nous mènera. Dans le cas d'un duel comme celui qu'on a connu il y a 5 ans, eh bien, les mêmes engendrant les mêmes effets, on connaît le résultat. Donc, c'est encore une fois une arnaque. En revanche, il y a quelques candidats nouveaux, et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de candidats nouveaux, parce que parmi ce qu'on appelle les petits candidats, il y avait des idées nouvelles. Et pourquoi ne pas entendre des idées nouvelles, puisque depuis des dizaines d'années, ce qu'on nous rabâche au fil des différents présidents ont donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui pour la France. Pourquoi ne pas entendre des idées nouvelles? Donc, le terme de démocratie dont la France se réclame, pour moi, n'est qu'une illusion. Donc vous ne... Vous irez voter. Mais vous irez voter. Hein? Vous irez voter. J'irai voter au premier tour, oui. Vous n'êtes pas sûr de voter au second? Absolument.
Bien. De toute façon, ce système qu'on nomme la démocratie, je n'y crois plus depuis longtemps. On sait très bien qu'on nous mène en bateau. On sait très bien que le peuple est considéré comme peu de choses. D'ailleurs, le quinquennat actuel nous en donne des exemples éclatants. Comment voulez-vous faire confiance à des gens qui, une fois élus, font le contraire de ce qu'ils ont dit? Mais c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. C'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Hein. Bon, donc la démocratie, pour moi, c'est encore une alarme. Quoi faire? Bon, le problème, c'est que le système est aux mains de ceux qui l'ont bloqué pour y rester. Voilà. Donc, il est très difficile de faire évoluer les choses. Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de candidats qui ont pu ou non, et ce n'était pas ma question d'ailleurs, les 500 signatures, qui ont pu ou non accéder à aller au bout de cette candidature, est-ce qu'ils ne souffrent pas aujourd'hui d'un certain nombre, ces candidats, d'accusations sur un soi-disant penchant dit islamophobe? Parce que finalement, les médias ont reproché, et ont reproché d'ailleurs à certains signataires de la lettre de Place d'Armes, de développer par ailleurs des idées particulièrement hostiles à l'islam. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, Général Coustou? Je ne comprends pas bien votre question là. Vous parlez d'islamophobie, c'est ça? Oui, je voulais savoir quelle était votre réaction à ceux qui ont pu vous accuser justement d'un certain nombre de signataires de la de la lettre, d'avoir tenu des propos, par ailleurs, non pas dans la lettre, mais dans leur action publique, particulièrement hostiles à l'islam. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Vous savez, quand on a fait une carrière dans l'armée, on n'est ni raciste, ni phobe pour n'importe quoi. Nous sommes tous frères d'armes. Alors, l'islamophobie dont on nous a accusés vient du fait que, comme je disais tout à l'heure, les attentats qui sont commis sur notre territoire sont le fait de gens qui sont, dit-on, radicalisés. Hein, mais par quoi? Eh bien, par le Coran, je suis désolé. Hein, il faut reconnaître les choses. Alors, parmi les musulmans, il y a des musulmans qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre paisiblement en France. Il y en a d'autres il y en a même d'ailleurs qui sont battus pour la France. Hein. Je rappelle quand même que demain, on va parler des harkis. Hein. Ces gens-là, tout à l'état musulman, ils se sont battus, ils ont donné leur vie pour la France. Il y a une grande masse qui reste tranquille. Il y en a certains qui jouent la taquilla, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas en position de force, ils sont un petit peu comme des tops. Ça existe, mais ça n'existe pas que pour les musulmans. Et puis il y a ceux qu'on dit radicalisés, qui eux se dévoilent et passent à l'acte. Donc, après, je ne vais pas donner des chiffres, mais il ne faut pas être trop manichéen. Hein. Autrement dit, l'islamophobie, pour moi, c'est un terme qui est trop général pour être utilisé comme ça. Je pense que parmi les islamos, je ne sais trop comment, les radicalisés, eh bien, il y a ça en puissance, mais ce n'est pas la majorité des musulmans, bien évidemment. Donc, nous accuser d'islamophobie au regard de la lettre, ce sont des paroles de politiciens qui voulaient nous voler du mal, qui voulaient nous critiquer gratuitement et qui n'ont pas lu précisément ce qui était inscrit dans cette lettre. Parce que les nombreuses critiques qui ont été lancées à notre rencontre sont souvent sans objet. Je donnerai un exemple. M. Mélenchon a porté plainte contre nous. Il a porté plainte contre nous. Il a été débouté par le procureur de la République de Paris quand même. Et il a fait appel. Bon, alors moi, j'ai porté plainte contre M. Mélenchon. L'affaire a suivi son cours. Et en 2023, il aura à s'accuser devant la justice. Je veux dire par là, c'est que l'interprétation qui a été faite de cette lettre par certains est complètement fausse et malhonnête.
Mais alors, j'ai envie de dire, et maintenant? Vous avez fait cet appel, vous avez même utilisé l'expression d'appel au secours. On ne vous a pas entendu, mais alors absolument pas entendu. Vous avez cette manifestation demain, et après, j'ai envie de dire, et après, sachant que les dangers que vous pointez dans cette lettre sont considérables. Vous parlez à un moment donné de guerre civile. Oui, oui. Ben, et après, la raison d'être de Place d'Armes, je répète encore que je ne suis pas le porte-parole de Place d'Armes, mais je suis adhérent. La raison d'être, c'est d'entretenir le lien entre l'armée et la nation. Or, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui continuera d'exister après. On ne sait pas ce qui se passera. On sait très bien que la situation peut s'embraser d'un jour à l'autre. Personne ne le souhaite, bien évidemment. Et par exemple, quand on nous a accusés de chercher, d'attiser, de mettre de l'huile sur le feu, c'était complètement faux. Nous avons au contraire appelé l'attention des autorités sur le fait que si elles étaient obligées d'engager l'armée, c'est pourrait être gravissime. Le général Bentéja, ancien chef d'état-major des armées, ça l'est fort bien expliqué auprès de M. El Kabbach, je crois. Il a dit l'armée n'est pas faite pour intervenir dans les banlieues ou pour régler des problèmes sociaux. Elle n'est pas formée pour ça. Hein. Alors, il a fait une très belle démonstration. Il n'empêche qu'à la fin, il a dit une nuance. Si c'était la guerre civile, il faudrait peut-être bien qu'on y aille. Voilà. Donc, après, on verra bien. Mais ce que je peux dire, c'est que l'armée est au service du peuple. Hein. Elle n'est pas au service d'un homme, elle n'est pas au service d'une institution, elle est au service du peuple. Donc, quand le peuple se réveillera, on verra bien. Mais je pense que l'armée sera du côté du peuple souverain, article 3 de la Constitution. Vous croyez à un réveil du peuple? Encore aujourd'hui? Eh bien, je vous dis que, je vais vous dire, moi je participe à de très très nombreuses manifestations, le mot est à prendre au sens large du terme, hein, et je vois de plus en plus de gens excédés par les mesures liberticides qu'on nous impose. Et ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, il y a des gens nouveaux. Et ce qui rassemble tous ces gens, de sensibilités politiques très différentes, parce que quand ils entendent parler un général, les gens viennent se confier. La première question qu'ils me posent, alors que fait l'armée? Qu'est-ce que vous faites? Je dis, nous sommes au service du peuple. Bon, ce qui rassemble ces gens-là, c'est qu'ils sont excédés. Et je ne cesse de dire qu'il faut faire connaître notre mécontentement, il faut que les mécontents soient de plus en plus nombreux, de manière à ce que, lorsque la quantité deviendra qualité, eh bien là, peut-être que le pouvoir chancellera et que les choses pourront changer. Je vous rappelle quand même qu'à la suite de la lettre à nos gouvernants, un sondage avait été fait. Il y a un chiffre qui m'a absolument sidéré, à savoir que 49% des personnes sondées ont estimé que l'armée devait intervenir dans nos banlieues sans même y être sollicitée par le gouvernement. Incroyable. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est un véritable putsch. Hein. Et jamais ce n'est venu à l'idée. Hein. 49% de nos concitoyens. Voilà. Donc, l'armée est au service du peuple. Évidemment, le peuple a des représentants, dont le premier est le président de la République. Il est quand même sous contrôle, puisque il n'a pas à se prévaloir de cette souveraineté qui reste appartenir au peuple. Qu'est-ce que vous répondez à ceux, il y a un certain nombre de commentaires qui vont d'ailleurs dans ce sens lors de ce live. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, alors ils parlent moins de l'armée que de la police, mais que la police est plutôt au service du pouvoir que du peuple, et avec l'exemple des Gilets jaunes, et dont la répression a été féroce.
On a pu le constater encore avec le convoi de la liberté. Quelle est votre position sur ce sujet? Et ceux qui critiquent justement non pas tant l'armée, mais la police en disant elle n'est plus au service du peuple, elle est au service du pouvoir. Je ne comprends pas bien. Vous avez parlé des gilets jaunes. Ah là là, je sais qui fâche. Pas moi. Hein. Les gilets jaunes, d'ailleurs, il y en a eu il y a peu de temps, là, il y a une semaine. Il y en a eu à Saint-Malo, sur un rond-point. Les gilets jaunes ont du mal à passer sur Internet. Je pense que le général va bientôt revenir. Ah, il revient, mais alors à nouveau dans un nouveau studio. C'est extraordinaire. Bon, voilà. Bon, j'ai entendu que vous parliez des gilets jaunes. Oui. Je n'ai pas compris la question. Ils sont réapparus. Hein, j'en ai vu quelques-uns il y a quelques jours à Saint-Malo. Alors, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et une personne m'a dit, c'est pour l'augmentation des prix du gazole. Bon, je ne me fais pas trop de soucis. Parce que dans sa grande magnanimité, le gouvernement va donner quelques sous pour calmer les foules, au moins jusqu'aux élections. Hein, on a déjà vu ce qu'il a fait avec les routiers, avec les motards, etc. Bon, mais effectivement, il y a des gens qui souffrent. Alors, on a entendu un grand débat, donc on connaît les suites. Les gens qui souffrent et nos gouvernants ne se rendent pas compte que quand il y a désespoir, on ne tient plus les gens. Et les Gilets jaunes, il y en a qui ont été très près de l'Élysée il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant. C'est que le pouvoir n'était pas très à l'aise, mais ces gens-là sont des gens désespérés. Je vois actuellement dans la région dans laquelle je suis, il y a beaucoup de personnes suspendues. C'est incroyable. Donc, parce que des gens ont refusé l'injection de ce produit, etc., expérimental et donc normalement non autorisé, eh bien, ils ont été suspendus. Mais j'en connais des dizaines ici. Et il y a une forte mobilisation de gens mécontents, ce qu'ils appellent les résistants. Je suis un résistant. Hein, pour aider ces gens qui sont sans ressources. Je pourrais vous en donner de multiples exemples. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Hein? Alors, on est très généreux avec des gens qui sont illégalement sur notre territoire. On va aider les gens sur un certain nombre d'endroits sur la planète, mais il y a des gens qui, à nos portes, n'ont pas de quoi se nourrir. Que fait-on pour eux? Je connais par exemple un cas d'un homme qui dort dans son camion parce qu'il n'a plus le moyen de faire autrement. Je connais le cas d'une dame qui a vendu sa voiture pour pouvoir acheter la nourriture, etc., etc. Je peux donner un tas d'exemples comme ça. Bon, donc les gilets jaunes, comme ces gens suspendus, sont des gens qui n'en peuvent plus et le gouvernement doit se sentir responsable et je ne crois pas qu'ils soient en capacité de résoudre ces problèmes. Là encore, c'est une question de courage et de volonté. Mais le courage et la volonté, malheureusement, c'est ce qui manque à tous nos dirigeants politiques depuis des dizaines d'années. Je suis désolé d'être brutal, mais c'est le fond de ma pensée. À titre personnel, je ne parle pas au nom de Place d'Armes. On l'avait bien compris. Non, la question que je vous posais est par rapport à des questions ou des affirmations qui sont posées durant ce live par des internautes. Et je les lis, et certains pensent que, peut-être pas l'armée, mais que la police est aujourd'hui au service du pouvoir et elle n'est pas au service du peuple. Vous avez parlé de l'armée au service du peuple, mais certains le contestent. Certains disent que les forces de l'ordre, alors peut-être pas l'armée, mais que les forces de l'ordre aujourd'hui sont au service du pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Alors, vous savez, dans ma carrière, j'ai avalé une énorme couleuvre. En 1981, j'étais capitaine. On me disait que la menace était à l'Est, l'Union soviétique, le bloc communiste. Et puis, le président de l'époque arrive avec 4 ministres communistes au gouvernement. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Alors aujourd'hui, la situation est complètement différente.
la hiérarchie obéit aux donneurs d'ordre que sont, en premier, le président de la République. C'est lui qui a été élu légalement, avec le nombre de voix qu'on connaît, hein, au cours de cette élection qui, pour moi, a été volée, mais il l'a dit lui-même. Elle obéit. Alors ensuite, les personnes, j'en rencontre tous les jours, des gendarmes, des policiers. Ces gens-là, on les tient comme tout le monde. On les tient parce qu'il faut bien vivre, il faut bien nourrir sa famille. Alors, tant que les ordres ne sont pas illégaux, évidemment, ils exécutent les ordres. N'empêche qu'il y a des ordres qui sont illégaux, comme l'obligation vaccinale, mais les gens n'osent pas se dérober, sauf à perdre leur situation et se retrouvent sans ressources. Voilà. Alors, à tous les échelons, il y a des gens courageux et il y a des gens qui préfèrent survivre. Hein. Mais, et j'en reviens à la question précédente, lorsque le nombre de mécontents sera suffisamment important, je ne doute pas que la masse des mécontents fera qu'elle reprendra le dessus. Voilà. Alors, parce que je sais également qu'au plus haut échelon de certaines hiérarchies, forces de l'ordre sécurité globalement, si vous voulez, au plus haut échelon, il y a des gens parfaitement lucides et tout à fait aussi indisposés et excédés que les gens que je côtoie au quotidien. Voilà. Alors, pour l'instant, ils ne bougent pas. Attendons, on verra bien. Bon, ben ça c'est un message d'espoir que vous donnez, mon général, en tout cas à ceux qui nous écoutent, je pense. Alors, là encore, attention, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas dit. J'encourage toutes les personnes que je rencontre à manifester leur mécontentement, mais j'insiste bien sur un point, restez surtout dans la légalité, car sinon, je suis convaincu que le pouvoir n'hésiterait pas à vous ou à nous écraser, comme il l'a fait avec les Gilets jaunes ou avec certaines manifestations tout à fait pacifiques. Donc, restons dans la légalité. Voilà. Mais les manifestations qui restent dans la légalité, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, au Canada, vous avez entendu parler du convoi de la liberté à Ottawa. Oui. Vous avez là des camionneurs qui ont pris le pouvoir dans la rue, dans la capitale du Canada, mais qui n'ont jamais justement franchi cette limite de la légalité et ne sont jamais entrés dans l'illégalité. Ils auraient pu entrer dans les palais nationaux, ils auraient pu tenter à ce moment-là un coup de force. Ils ne l'ont pas fait. Résultat, ils ont attendu, le pouvoir a attendu que la résistance s'use, et puis aujourd'hui cette affaire est terminée et les camionneurs ont été jusqu'à perdre leur instrument de travail, c'est-à-dire leurs camions. Des comptes ont été bloqués, saisis. La répression a été impitoyable, on n'en parle plus. Résultat, ils ont manifesté comme vous les encouragez à le faire. Ils ont manifesté légalement et aujourd'hui, ces gens n'ont plus rien. Bon, je comprends très mal. Vous avez parlé du Canada. Bon, Oui. Des gens qui se retrouvent à la rue. Oui. Valérie Bugeaud a dit que l'état de droit était un outil pour imposer la tyrannie. Alors, quand ça arrange le pouvoir, évidemment, il fait référence à des lois ou des réglementations. Et de toute façon, quand il n'en a pas, ça n'empêche pas d'agir. Parce que le pouvoir sur quoi? Tout permis, se permet trop. Tout. Une avocate, maître Arroyo, je ne me souviens plus de son nom là. Maître Virginie Desarrojo. Virginie Desarrojo qui a été arrêtée il y a 2 jours. Oui. Voilà. Au motif de quoi? On n'en sait rien. Non. Apparemment, en toute illégalité, elle est quand même avocate, hein, donc elle a été mise en garde à vue, etc. Bon. Pourquoi? Parce qu'elle avait incité certaines personnes
à ouvrir les yeux. Voilà. Alors, au Canada, ils ont un chef d'État qui ressemble un peu au nôtre, hein, je suis désolé. Hein. C'est la même philosophie, c'est la même école. Alors, les Canadiens ne sont pas les Français. Hein. Moi, je vois bien, parmi les gens que je côtoie, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup que je suis obligé de réfréner, de calmer. Je leur dis surtout, ne sortez pas de la légalité. Mais je sais que certains sont prêts à en découdre. Imaginez un père de famille dont on a obligé la mal nommée vaccination de ses enfants et que l'enfant reste handicapé à vie ou meurt. Ce père de famille devient désespéré. Je vous donne un exemple qui m'a été cité il y a peu de temps. Un jeune de 14-15 ans, tout est à craindre. Et là, peut-être que l'armée aurait à intervenir, ce que personne ne souhaite, moi le premier. Alors au Canada, je ne sais pas trop comment ça s'est terminé d'ailleurs. Mais j'ai d'ailleurs, nous avons aussi un combat de la liberté en France, vous le savez. Ils sont allés jusqu'à, je connais beaucoup de gens qui sont allés jusqu'à Paris, même jusqu'à Bruxelles. Vous avez suivi ça sans doute. Eh bien, sur le parcours, ils ont eu droit à une véritable ovation. Les gens, la population a distribué des vivres, de l'argent, du café. Ils ont veillé très longtemps pour encourager cela. Pourquoi? Parce que c'était la manifestation du mécontentement de la population au regard, encore une fois, de ces mesures liberticides qu'on nous impose sans que ce soit justifié. Donc, ce que vous nous encouragez à faire demain, c'est d'aller à la manifestation à 14 h, place d'Italie, qui est la marche des fiertés françaises, de la fierté française. 14 h, place d'Italie, et en marche vers la place d'Enfer Rochereau pour écouter les orateurs. C'est bien ça, mon général. Je n'ai pas compris. Le portant place d'Italie d'Enfer Rochereau, ça je sais. Je n'ai pas compris tout le reste. Je suis désolé, la liaison n'est pas bonne. En fait, voilà, c'est le moment de conclure. Si vous avez envie de conclure cette émission par cet appel à manifester, vous avez le micro est à vous. Vous pouvez vous exprimer. Je ne sais pas si vous attendez de moi une conclusion. La conclusion, j'attends demain quand je m'exprimerai sur le lien entre le chef des armées et les armées. Les armées qui sont au service du peuple. Et nous sommes là dans deux mondes différents. Nous avons un monde de managers et un monde de chefs ou de subordonnés. On n'est pas dans le même domaine. Voilà, et on a du mal à se comprendre, mais il faut bien que les candidats à la présidentielle qui vont peut-être nous écouter demain, sachent bien qu'ils sont là au service du peuple et au service de leur armée. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain pour plus de précisions sur ce sujet. Eh bien, merci mon général, et donc nous donnons rendez-vous aussi à l'ensemble des internautes demain à 14 h, place d'Italie, direction d'Enfer Rochereau. C'est une manifestation qui se déroule entre 14 h et 18 h à l'appel de l'association Place d'Armes, avec un certain nombre d'orateurs qui s'exprimeront arrivés place d'Enfer Rochereau. Merci beaucoup mon général, merci chers internautes de votre écoute, et à très bientôt. Bonsoir, merci. Bonsoir.